été, moi et Johan, on nous avait promis d'aller dans un bar, un truc super chouette, on allait avoir à boire et tout. Donc voilà. C'est quand même vraiment chouette de votre part d'être venu malgré le confinement. Johan s'est beaucoup intéressé aux problématiques qui entourent le numérique par rapport aux matières premières, à l'extraction des métaux, notamment l'utilisation des métaux dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Moi, je vais plutôt m'intéresser à la consommation électrique lorsqu'on utilise ces appareils et lorsqu'on utilise surtout Internet. Je ne sais pas, ici, qui travaille dans l'informatique, qui connaît un peu en informatique, que je me fasse une idée. 2, 3 personnes, 4 personnes, on va dire 4-5 personnes, ok. Parce que j'ai pas mal vulgarisé le concept d'Internet, mais c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas trop de spécialistes dans la salle. Donc, pour démarrer, j'aime bien partir d'un modèle de cycle de vie des appareils informatiques. Ça, vous pouvez le transposer avec n'importe quel objet, une table, des vêtements, etc. À savoir qu'on peut décomposer la vie d'un objet en différentes phases. Donc on voit qu'il y a des ressources à gauche, ensuite on va les utiliser pour produire, fabriquer quelque chose, on va utiliser cet objet. Dans le cas de l'informatique, vous allez produire ce qu'on appelle un service, on va voir de quoi on parle par service. Puis ensuite, c'est la fin de vie, donc c'est ce dont on parlait pour les appareils informatiques. On va soit les déposer au parc à conteneurs quand tout se passe bien, ou essayer de recycler une partie, mais comme on l'a vu, ça devient de plus en plus compliqué de recycler de manière efficace des appareils informatiques. Quand je parle d'appareils informatiques, un ordinateur, un smartphone, une tablette, une télé, tous les appareils que vous pouvez utiliser pour aller sur Internet, par exemple, sont ce que j'appelle des produits, des appareils informatiques. Et donc, ce cycle de vie va vous permettre de pouvoir mesurer, si vous voulez, l'impact de ces appareils sur l'environnement, mais pas seulement. D'accord, on va aussi un peu parler des problèmes sociaux qui peuvent découler de l'utilisation des appareils informatiques. Alors, ce qui va nous intéresser pour la plupart de la présentation, c'est vraiment l'utilisation. Quelle est la pollution en fait qui est liée à cette utilisation des services informatiques, plus globalement d'Internet. D'accord ? On va le voir, on parle de plus en plus d'Internet, la pollution que génère Internet. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on parle de l'électricité qui est nécessaire pour alimenter les data centers, les appareils, etc. Cette électricité est encore en majorité issue des énergies fossiles. Je pense qu'on est dans 80%. Vous ajoutez aussi du nucléaire par-dessus. Donc vous voyez que la manière dont on produit cette énergie est encore polluante et elle vient de là, la pollution, pour la phase d'utilisation. Il y a d'autres problématiques pour la production, la fin de vie, on en a un peu discuté avec Johan, on y reviendra. Alors quand je parle de services informatiques ou de services rendus par Internet, je pense à tout ça. Donc là j'ai mis des logos de choses normalement qui devraient vous parler. Vous avez de la vidéo ici, vous avez de la musique, les réseaux sociaux, les systèmes de stockage, tout simplement votre navigateur, votre moteur de recherche. Et de plus en plus, donc ça s'est amorcé avant le confinement, mais ça s'est amplifié, c'est tous les outils qui vont vous permettre de travailler en ligne, comme Teams, Smart School pour les élèves, Office 365, très répandu maintenant de plus en plus dans les entreprises. Il y en a énormément d'autres, et ça vous donne un aperçu. Donc tout ça, ce sont des services qui sont fournis, on va dire, grâce à Internet, qu'on utilise de plus en plus. De moins en moins, on va utiliser des choses qui sont directement installées sur vos ordinateurs, et de plus en plus, on va vers des services de ce type-là. Savoir que les applications que vous avez sur votre smartphone communiquent constamment avec Internet, c'est pas parce qu'elles sont installées sur votre smartphone qu'elles n'utilisent pas Internet, bien entendu. Et donc on va s'intéresser à qu'est-ce que ça consomme comme énergie ces services, et plus globalement Internet. Donc avant d'entrer dans on va dire dans tout ce qui est mesure d'impact, j'aimerais bien simplifier Internet à l'extrême pour les personnes qui n'auraient pas une vision globale du réseau. Donc on peut globalement diviser Internet en 3 parties. À gauche, vous avez les terminaux. Donc ça, normalement, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous utilisez. Un ordinateur, un smartphone, une tablette, une console de jeu, une télé, un frigo connecté, une montre connectée. Donc tout ça, ce sont des objets que vous utilisez vous, et vous les utilisez comme terminaux pour bénéficier, si vous voulez, des services que vous retrouvez sur Internet.
Donc ça, c'est les choses que vous connaissez. Ensuite, vous avez le réseau. Le réseau, c'est ce qui vous connecte entre vous et ce qui vous permet d'atteindre les fameux data centers. La partie du réseau que vous connaissez, c'est la box Internet que vous avez chez vous, d'accord? Ou alors le Wi-Fi sur lequel vous vous connectez, la 4G, ce genre de choses. C'est la partie du réseau que vous pouvez visualiser, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, on va le voir juste après. Et la troisième partie, c'est les fameux centres de données. On va généralement, comment dire, mettre une image de nuage comme ça autour d'Internet. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu le terme de cloud, etc. C'est justement parce que c'est assez nébuleux, si vous voulez, ce concept Internet. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière. Et donc, on imagine ça comme une espèce de bulle avec tout ce qu'il faut dedans. Et en fait, c'est tout simplement des centres de données. Alors, les centres de données ou les data centers, qu'est-ce que c'est? C'est juste des ordinateurs qu'on va empiler et des ordinateurs qui ont un objectif bien spécifique. D'accord? Ils sont spécialisés pour une tâche bien précise. Stockage d'informations, calcul pour tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain, etc. Donc, ce sont vraiment des ordinateurs, pas pour un ordinateur que vous utiliserez chez vous, mais un ordinateur assez puissant qui est dédié à une tâche précise. Pour des raisons d'optimisation, on va tous les mettre dans des énormes bâtiments, une espèce de hangar comme ça. Et effectivement, il y a des véritables problématiques pour la consommation électrique à la fois des appareils, mais aussi du refroidissement. Parce qu'il faut refroidir ces appareils qui fonctionnent très mal quand il fait trop chaud. Et donc tout ça consomme beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que les data centers sont souvent pointés du doigt comme la partie d'Internet qui consomme vraiment beaucoup d'électricité. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ça, c'est une représentation de ce que je vous montrais ici, là, le petit tube du réseau. Donc il faut bien comprendre que quand on a décidé de lancer Internet, l'objectif, l'idée de base d'Internet, c'était de connecter chaque appareil entre eux. C'est-à-dire que n'importe qui ici pourrait communiquer avec son ordinateur, avec celui d'un autre. D'accord? Donc ça, c'était l'objectif d'Internet. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un réseau complexe, si vous voulez, d'ordinateurs, d'autres serveurs qu'on appelle routeurs, qui vont devoir rediriger tout le trafic. D'accord? Donc, ça commence chez vous avec votre box, puis ensuite ça va aller sur une borne de votre fournisseur Proximus par exemple dans la rue. Cette borne, elle va aller dans un autre, on va dire, centre pour rediriger le trafic de votre provider qui va gérer le pays, puis après vous allez avoir une liaison avec un autre pays, potentiellement des liaisons entre continents, ça on parle de câbles dans la mer, donc on a réellement tiré des câbles dans l'océan pour pouvoir relier à Internet des continents entre eux. D'accord? Donc tout ça, évidemment, ça consomme aussi de l'énergie. C'est un peu comme un système pour le téléphone, si vous voulez. Si vous voulez téléphoner à quelqu'un à l'autre bout de la planète, vous dites bien que l'appel, il va devoir d'abord passer par toutes sortes d'interfaces qui vont rediriger vers le bon endroit. Donc toute cette partie consomme évidemment beaucoup d'électricité également. Du coup, comment est-ce qu'on peut déterminer la consommation en énergie d'un service Internet? Vous allez avoir 3 critères. Alors évidemment, le premier critère, c'est la quantité d'utilisateurs. Vous notez bien que Facebook va consommer plus d'énergie parce qu'ils ont énormément d'utilisateurs. Il y a plus de gens qui vont aller sur Facebook, sur votre blog privé où vous allez mettre les photos de vos vacances. Donc évidemment, ça c'est un premier critère. Deuxième critère, c'est la quantité de données à transférer. Donc vous avez tous déjà utilisé un ordinateur. Vous savez qu'une photo, ça va plutôt peser 1 méga et un film, plutôt 1000 mégas. Vous voyez des ratios énormes sur le type de fichier. Donc évidemment, si vous utilisez une plateforme pour regarder un film en haute définition, ça va consommer beaucoup plus d'énergie que si vous allez juste écouter une musique par exemple, ou regarder une photo ou consulter une page. Donc le type de service et donc la quantité de données que va utiliser ce service va déterminer également l'énergie nécessaire et puis l'efficacité. Donc ça c'est comme pour n'importe quelle autre technologie. Pour le même service, on va avoir une efficacité différente et donc ça va aussi jouer sur la quantité d'énergie qui sera consommée. Donc ça, ce sont les critères. Alors maintenant, on va voir les tendances. Donc vous voyez qu'il y a la quantité d'utilisateurs, le type de données, et on va retrouver des tendances. Première tendance, ça c'est la quantité de trafic qu'il y a sur Internet. Donc je rappelle, plus il y a du trafic sur Internet, plus on a besoin d'appareils pour gérer ce trafic, et plus ça consommera d'énergie.
Donc ça, ce sont des prévisions pour 2022. Vous voyez, entre 2017 et 2022, on va vraiment faire x3 au niveau de la quantité de données qui va transiter. Donc c'est vraiment considérable. Et donc, au niveau de la quantité d'énergie, on est plus ou moins sur les mêmes ratios. Donc on va vraiment devoir mettre plus de data centers, plus d'appareils pour router ce genre de requêtes, etc. Donc ça, c'est la première tendance qu'on observe. Deuxième tendance, c'est le nombre d'appareils connectés. Donc on va avoir de plus en plus d'appareils qui vont pouvoir se connecter à Internet. Le premier phénomène qu'on a eu, c'est l'apparition de tous les appareils, je veux dire périphériques, comme les smartphones, les tablettes. Donc avant, chacun avait son ordinateur chez soi. Maintenant, chacun a son ordinateur, plus un smartphone, peut-être une tablette. Votre télé, maintenant, elle est connectée sur Internet. Peut-être certains d'entre vous ont des montres connectées. Donc vous voyez que le nombre d'appareils pour une même personne va augmenter. Et donc, chaque appareil va nécessiter de nouveau d'ajouter plus de périphériques réseau pour pouvoir gérer tout ça. Autre phénomène, c'est également l'apparition de ce qu'on appelle les machines to machine. Donc ça, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, c'est les objets connectés. C'est les objets qui vont communiquer sur Internet. Pas forcément les objets avec lesquels vous allez directement interagir. Je ne sais pas, moi, un frigo connecté par exemple. C'est peut-être pas un exemple encore très courant, mais de plus en plus des caméras. C'est peut-être un exemple beaucoup plus réaliste. De plus en plus de caméras sont connectées à Internet pour que vous puissiez contrôler à distance. Et bien ça, ce sont des choses qui vont aller ajouter encore du trafic sur Internet. Dernier phénomène, c'est que de plus en plus de monde ont accès à Internet, tout simplement. Nous, ça nous paraît acquis depuis des années. Mais pour certaines personnes dans le monde, c'est des choses qui sont nouvelles. Et donc, de nouveau, ça va augmenter le trafic, le nombre d'appareils qui sont connectés à Internet. Alors, dernier phénomène qui est vraiment très intéressant pour ceux qui découvrent la thématique, c'est le type le type de données, si vous voulez, ou le type d'utilisation qu'on va retrouver sur Internet. Vous allez voir, donc vous avez à droite ici dans les chiffres, c'est la prévision pour 2022. C'est des prévisions qui sont vraiment très fiables. Hein. Ce sont des prévisions qui viennent de Cisco. Cisco, si vous voulez, si on reprend le slide ici, c'est eux qui développent ce genre d'appareil. Donc ils sont assez bien placés pour savoir la quantité de trafic et le type de trafic qui passe sur Internet. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'en fait, d'ici 2022, mais c'est déjà le cas maintenant, plus de 80% du trafic, ça correspond à la vidéo. D'accord? Donc si vous enlevez la vidéo d'Internet, ben vous enlevez 80% de la consommation électrique. Donc c'est vraiment considérable. Et l'apparition de la vidéo sur Internet, c'est relativement récent. Donc l'utilisation de plateformes comme Netflix, YouTube, et même vos télés maintenant qui sont directement connectées à Internet, tout ça c'est relativement récent. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas des chiffres pareils. Et vous voyez que, par exemple, le gaming, donc ceux qui jouent à des jeux vidéo le font en ligne, ou même les consoles maintenant sont directement connectées, représenterait que 4% et 1% aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Ce qu'on appelle le web data, ici le 12% en 2022, ça c'est vraiment juste la navigation sur Internet. Vous consultez votre page Facebook, vous allez faire une recherche Google, c'est 12%. Donc vous voyez vraiment que la vidéo a une place prédominante dans la problématique. Et donc, quand on vous parle de pollution d'Internet, ben voilà, il faut aussi relativiser et dire, ok, il y a surtout une problématique pour l'utilisation, je précise, par rapport à la vidéo. Petit bilan de l'impact, si vous voulez, de l'informatique, que ce soit sur l'environnement, mais aussi sur les conditions de travail. On peut jamais donner un chiffre précis. Je ne peux pas vous dire Internet c'est 4% des gaz à effet de serre, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. En fait, c'est impossible à déterminer. C'est impossible parce que à la fois c'est complexe et aussi les chiffres qu'on va récupérer des études, mais chaque équipe de chercheurs va utiliser une méthodologie différente, des équations différentes et surtout un périmètre différent. C'est-à-dire que si vous maintenant vous décidez, ben voilà, je vais mesurer la consommation électrique d'Internet, qu'est-ce que vous prenez en compte? Est-ce que vous prenez le réseau, les centres de données, la consommation de tous les ordinateurs qui sont sur la planète, le tout ensemble? Est-ce que vous prenez aussi la consommation électrique des câbles? Est-ce que vous prenez en compte seulement l'utilisation, aussi la production, l'extraction des métaux, la construction des routes qui permet de faire circuler les matériaux? Donc vous voyez que quand on analyse ce qui s'appelle une analyse de cycle de vie, il faut définir un périmètre et souvent on se retrouve avec des périmètres différents et ça rend difficile la comparaison en fait, entre ces études.
Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je préfère prendre des tranches en fonction des différentes études que je vais trouver pour avoir une idée. Et donc, l'idée, c'est que la consommation électrique de l'informatique, donc tout confondu, hein, que ce soit pour la production, l'utilisation et le recyclage, on tourne entre 4 et 10% de la consommation électrique mondiale, ce qui est quand même considérable. Et au niveau des gaz à effet de serre, c'est plus ou moins les mêmes intervalles. Il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est pas tant les chiffres que vous voyez ici. C'est surtout le fait que, un, c'est considérable, donc ça doit être pris en compte, ça ne peut pas être simplement ignoré en disant il y a d'autres priorités, et c'est surtout les tendances qui sont inquiétantes. Parce que ces tendances, je ne les ai pas mises ici, mais on part plutôt, si on continue, si vous voulez, cette espèce d'ascension, on tourne plutôt autour des 25% d'ici 2030. D'accord? Bon, évidemment, c'est en suivant les courbes actuelles. Donc c'est ça qui doit nous inquiéter plutôt que rester fixe sur un chiffre. Si quelqu'un vous donne un chiffre précis du genre c'est 4%, ben, ne le croyez pas. Enfin, ça dépend, peut-être qu'il a lu ça dans une étude, mais évidemment, il faut regarder de manière globale. Donc ça, c'est au niveau de la consommation électrique liée à l'effet de serre. Vous avez aussi la problématique des métaux rares, on en a discuté, la gestion des déchets, l'exploitation de la main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment à chaque étape du cycle de vie d'un appareil informatique, il y a des problématiques au niveau des conditions de travail. Et quelque chose dont on parle un peu moins souvent, c'est la consommation d'eau. Il faut 50 mètres cubes, je pense, d'après une étude, pour la production d'un seul smartphone. 50 mètres cubes d'eau, de l'eau potable, on va dire, ou de l'eau qui peut être utilisée à des fins plus intéressantes. Donc voilà, donc il y a aussi une consommation d'eau, et ce n'est pas une problématique qui remonte pour le moment, mais il faut quand même s'en préoccuper. Donc tous ces impacts que je vous montre ici, ce sont des impacts par rapport au cycle de vie de l'appareil. C'est-à-dire que c'est la fabrication, l'utilisation et le recyclage d'un ordinateur. Mais avec cet ordinateur, vous allez faire quelque chose et ça va influencer la société qui vous entoure. Cette influence, elle peut être positive et négative, et ça, c'est très difficile à mesurer et c'est très difficile aussi à anticiper. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Donc ça, ce sont les effets négatifs à gauche, positifs à droite. Négatif, typiquement, vous allez avoir l'effet d'induction ou l'effet rebond. C'est un peu sur différents niveaux, mais c'est le même ordre d'idée. C'est-à-dire que vous allez utiliser des technologies et après, vous allez avoir des espèces de changements dans la société et ces changements vont pouvoir avoir des effets. À vous déterminer si c'est positif ou négatif, mais on a de nouveau des problèmes. Typiquement Amazon, on aurait pu se dire, ben voilà, c'est de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on va plus devoir aller avec notre voiture chercher un produit dans un magasin, on va l'avoir directement livré chez nous. Donc c'est de l'optimisation. Mais d'un autre côté, maintenant on voit apparaître Amazon qui fournit des services premium avec des avions, etc. Et donc ça a un impact sur l'environnement, mais aussi sur les conditions de travail qui sont non négligeables. Et donc vous voyez que les effets de appeler une nouvelle technologie numérique, ça a des effets sur le cycle de vie, donc de manière très concrète physiquement. On doit alimenter en électricité ces appareils, on doit fabriquer ces appareils en utilisant des ressources qui sont non renouvelables, hein, précisons-le, mais ça a aussi un effet sur la société. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cet effet va pouvoir, donc l'effet positif de la technologie, pourrait compenser tous les effets négatifs? Donc alors, les études montrent que non, évidemment, bien au contraire. Pour revenir sur la question, avant que j'arrive à ma conclusion, sur la question de Facebook et d'une étude de Greenpeace qui disait, ben voilà, Facebook c'est très bien, ils utilisent que des énergies renouvelables pour alimenter leur centre de données. C'est vrai. Google c'est pareil. Par contre, je sais pas moi, Twitter ou Amazon ils s'en foutent. De toute façon, ils ont déjà un impact énorme et donc, foutu pour foutu, ils investissent pas trop là-dedans. Mais bon, c'est pas parce que vous avez un acteur comme Facebook qui sait se payer des fermes d'énergie solaire, hein, de panneaux solaires, que c'est forcément une bonne chose. C'est-à-dire que produire de l'énergie renouvelable comme des panneaux solaires, ça a aussi un coût, ça demande aussi des métaux, et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cette énergie, toute cette énergie qui alimente des data centers pour autre chose? C'est pareil pour les métaux. C'est-à-dire que la conclusion, c'est de poser la question, est-ce que l'informatique au sens large, le numérique si vous préférez, va pouvoir nous aider en fait dans une transition vers ce qu'on pourrait appeler le développement durable, ou est-ce que ça va plutôt être un frein?
En réalité, les différentes études nous montrent qu'à l'heure actuelle, par rapport à l'écosystème numérique actuel, c'est clairement un frein. C'est-à-dire que ça pollue énormément et ça n'apporte pas vraiment de solution. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas du tout l'utiliser? Ça, peut-être pas. Mais si on doit pouvoir utiliser, si on va devoir commencer à gérer avec les Chinois, par exemple, pour des terres rares, pouvoir négocier l'achat de terres rares, on va peut-être préférer les utiliser pour les placer dans des équipements médicaux de pointe, qui en ont besoin aussi, ou dans des énergies renouvelables, plutôt que dans un smartphone. Donc ça, c'est vraiment une question plus subjective, qui est plus ouverte au débat, ça dépend tout un chacun. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces technologies. Donc pour résumer concrètement, si on veut vraiment utiliser ces technologies vers une transition, il faut d'abord qu'elles soient sobres. C'est-à-dire que nous, là on arrive sur une technologie qui est utilisée pour le loisir, qui est tout à fait inefficace en termes de consommation électrique, il faut bien le concevoir. Et il faut aussi que cette utilisation soit durable. Donc rappelons qu'un ordinateur est fait avec des ressources qui sont non renouvelables, donc il faut pouvoir le recycler. Et là, on tend quand même vers une fabrication qui est de plus en plus, qui rend les appareils de plus en plus obsolètes par la difficulté qu'on a à les démonter, à les recycler, et une certaine opacité par rapport aux moyens de production. Donc on ne tend pas vers ça, mais c'est bien vers ça qu'on devrait tendre. Donc revoir les procédés de fabrication pour faire de l'éco-conception, tout en utilisant ces technologies pour ce qui nous semble être essentiel, en tout cas si on veut aller vers une transition plus durable. Voilà. Merci de votre écoute. Alors voilà, on a encore un peu de temps pour quelques questions, si vous en avez. Oui. Quelle distinction faites-vous entre l'effet rebond et l'effet d'induction? Alors, en général, l'effet rebond, là on va vraiment arriver dans des choses un peu précises, mais ça, c'est ce que je vous ai montré là, c'est un schéma qui n'est plus tant partagé, on va dire, par la communauté scientifique, parce que justement, il y a cette distinction qui n'était pas très claire, mais elle a le mérite d'être assez compréhensible, on va dire, par un public, je veux dire, en le regardant pour la première fois. En général, en effet rebond, on va le mettre sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que l'induction, c'est une forme d'effet rebond direct, c'est-à-dire que on va, par exemple, directement utiliser Amazon pour commander. Ça va changer, si tu veux, la manière dont tu consommes, de manière assez directe. Donc ça, c'est plutôt un effet d'induction. C'est-à-dire que cette technologie n'existait pas avant, du jour au lendemain elle apparaît, tu l'utilises, et ça te permet de faire quoi? Ça te permet de commander toutes sortes de babioles en Chine, mais ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'induction, c'est quelque chose dans l'immédiat. L'effet rebond, un peu, on va dire, plus indirect, c'est vraiment par rapport à un changement de mode de pensée, un mode de fonctionnement de la société. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Typiquement, c'est le télétravail. Donc l'informatique te permet de faire du télétravail, imaginons, une fois par semaine. Bon, maintenant, évidemment, le contexte a changé, mais imaginons, avant le confinement, ton entreprise te dit maintenant, tu dois venir au travail une fois par semaine, parce que tout le reste, tu peux faire du télétravail. Toi, tu te dis quoi? Étant donné que je dois me rendre au travail maintenant plus qu'une fois par semaine, mais je peux déménager, parce que jusqu'ici, j'habitais dans le centre de Bruxelles, ça coûte cher. Je vais habiter Perpète-les-Bains, ça va me coûter beaucoup moins cher, et je ne ferai plus qu'un seul trajet par semaine. Sauf que ce trajet est tellement long qu'au final, tu vas consommer plus d'essence qu'avant. Et donc, tu vois que l'introduction de cette technologie va en fait changer ton mode de pensée, ton mode de consommation pour, au long terme, augmenter ton impact, alors que l'objectif de base était de diminuer l'impact. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet rebond. Et l'effet rebond, ça veut dire que ça peut se matérialiser avec toutes sortes de technologies. Ce n'est pas propre à l'informatique. Un autre exemple, ce sont typiquement, tu vas avoir une ville qui est complètement bouchée au niveau du trafic. Quelqu'un va amener une nouvelle technologie de type Waze pour pouvoir fluidifier le trafic, pour éviter les bouchons. Le trafic va un peu se fluidifier. Et toi, tu prenais le train parce que tu en avais marre des bouchons. Et là, tu dis, je vais reprendre ma voiture parce que je vois que ça fluidifie. Donc, tu vois que c'est un effet de société qui va apporter un effet négatif d'un point de vue de l'environnement. Mais de nouveau, ce n'est pas propre à l'informatique. C'est un phénomène qui est très global
Et ça se produit aussi au niveau vraiment dans le domaine de la psychologie générale, quoi. Donc c'est un phénomène qui est souvent cité pour ceux qui regardent des débats autour du développement durable, parce que tu vas avoir souvent deux familles. Tu vas avoir ceux qui vont apporter des solutions technologiques à des problèmes d'efficience, et alors souvent ils vont être attaqués justement sur l'effet rebond. C'est-à-dire, c'est bien, vous rendez ça plus efficace, mais tout ce qui va se passer, c'est que les gens vont consommer plus. Donc ça, c'est un effet rebond. Et la différence avec l'induction, c'est ça. Mais je t'accorde que la distinction n'est pas facile à cerner. Une autre question de ce côté-là? Oui, ici, devant. Oui, donc, d'après vous, il faudrait en fait, idéalement en tout cas, qu'on aille vers une utilisation peut-être plus raisonnée des ressources technologiques. À votre avis, quelles seraient les solutions en dehors de la sensibilisation que vous faites pour inciter les gens à aller vers une utilisation plus raisonnée de ces ressources finalement renouvelables? Oui, on peut inciter, mais c'est un choix de tout un chacun. C'est-à-dire que ça dépend quels sont les objectifs que les gens se fixent. Je ne peux pas dire demain arrêtez d'utiliser Internet, arrêtez d'utiliser un téléphone. C'est un phénomène, c'est quelque chose que chaque personne doit, c'est une décision personnelle par rapport à ça. Donc ici on a plus une mission de transfert de connaissances. Après les gens en font ce qu'ils veulent. Donc tu peux pas forcer quelqu'un à changer ses habitudes s'il n'en a pas envie. Tu peux lui présenter des faits, tu peux lui expliquer la problématique, et après la personne adapte en fonction de ses possibilités, parce que c'est les possibilités financières, les possibilités de la société, donc c'est des phénomènes où la société doit changer ensemble, c'est difficile de s'isoler. Donc je ne sais pas si c'est exactement ça ta question, tu vas voir un petit peu... parce que là on touche à quelque chose de subjectif. Donc moi je pense personnellement qu'il faut clairement, tout doucement, s'habituer à ne plus utiliser de technologie pour ce que j'appellerais du loisir. Et ça, c'est mes convictions. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Oui. Quelle est l'influence, disons, de l'architecture donc des systèmes informatiques? Parce qu'on est parti il y a quelques années, moi j'ai connu l'informatique dans les années 70, c'était des centres de calcul avec des terminaux, donc tout se passait de façon centralisée. Puis on a évolué pendant une période, une phase de décentralisation de l'intelligence et des données, avec notamment les PC, les mini-ordinateurs, etc. Et maintenant, on fait un peu machine arrière, on a beaucoup d'applications qui sont clients serveurs, tout se passe dans les centres de calcul. Et quelle est l'influence que ces changements d'architecture ont eu sur le trafic et sur la consommation d'énergie? Ouais, il faut savoir, les architectures changent. Donc, en informatique, il y a des modes comme dans tout, et donc il y a effectivement des architectures qui vont avoir un impact. Mais c'est pas tant l'architecture en fait qui va avoir un impact à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt la qualité des logiciels qui sont utilisés. Parce que même si on est sur du client serveur, donc même si on va de plus en plus vers des solutions qui sont centralisées dans des centres de données, avec des clients légers, des serveurs lourds, c'est plutôt la qualité des logiciels, parce qu'au final on continue d'utiliser des logiciels ou des sites web, et pour des raisons financières, on va plutôt avoir des logiciels qui vont être de plus en plus gourmands du point de vue des ressources, qui vont nécessiter des machines de plus en plus puissantes aussi. Donc si on revient justement en arrière, on va prendre un traitement de texte, qui est quelque chose que tout le monde connaît. Un traitement de texte d'il y a une quinzaine d'années remplissait globalement le même objectif qu'un traitement de texte aujourd'hui, mais les ressources nécessaires pour un traitement de texte aujourd'hui, c'est 70 fois plus de ressources nécessaires. Pourtant, ça fait le même job. Fondamentalement, vous écrivez une lettre, vous mettez un PDF, vous l'envoyez. Et donc, on voit qu'il y a une perte de performance dans tous les logiciels, et ça, c'est essentiellement pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipes de développeurs de logiciels informatiques, on leur demande d'aller vite, et donc ils vont coder couche sur couche sans vraiment se préoccuper de proposer quelque chose d'innovant. Et donc ça, plus les changements rapides d'architecture, ça fait un espèce de cocktail où on se retrouve avec un bête site web avec des pages web qui font plusieurs mégas, tout ça pour afficher simplement de l'information qui normalement devrait représenter quelques kilooctets. Et donc c'est vraiment, en tout cas, s'il y a un point dans l'amélioration de l'efficience, c'est plutôt vers la qualité du logiciel qu'il faut se tourner, je dirais, plutôt que l'architecture. Oui. Même philosophie des questions que sur le dernier.
Bon, ici on parle un petit peu de tout ce qui existe, mais on parle d'un milliard d'utilisateurs solvables, mais demain, milliards d'utilisateurs, qu'ils soient solvables ou non solvables, ce sont des utilisateurs qui vont consommer l'énergie. Ça, vous les avez déjà intégrés. Et comme je vous disais, donc, vous voyez les prévisions qu'on a, donc c'est de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de trafic. Les chercheurs ont été un peu plus loin que 2022, ont été jusque 2030, avec effectivement une explosion du nombre d'utilisateurs. Si on suit les courbes, de nouveau, c'est pas propre à l'informatique, c'est-à-dire que, enfin, j'aime pas ce mot, mais le développement de certains pays fait en sorte qu'on a une demande d'Internet et une augmentation d'objets connectés qui va vraiment exploser si on suit les mêmes tendances. Donc si on suit les mêmes tendances, en 2030, on va vraiment avoir, on va dire, un Internet et un parc informatique qui sera considérable, qui représentera réellement un impact considérable. Et de nouveau, ça dépend si les courbes continuent comme elles vont démarrer ici. Donc ça, c'est de la spéculation, je ne pourrais pas vous dire... Oui, mais d'accord avec tout. Mais par exemple, bon, nous pouvons faire un comparatif. Pendant les années 50, 60. American Way of Life. On ne peut pas aujourd'hui, parce que nous sommes en Europe, parce que nous avons une idée, parce que dire à 6 ou 5 ou 6 milliards d'individus, vous ne pouvez pas avoir accès à notre code de vie. Ils ne l'accepteront pas, ils vont le faire. Donc, je pense qu'il ne faut de toute façon pas leur dire, il faut pas leur dire, c'est pas la question. C'était justement mon point, c'est de dire qu'il y a un phénomène, c'est vrai pour d'autres produits de consommation. Donc il ne s'agit pas de dire à telle ou telle personne, tu dois faire ça, toi tu ne dois pas faire ça. C'est expliquer que globalement, c'est le monde qu'on a construit, mais pour moi l'important, c'est plutôt d'expliquer qu'il ne faut pas se laisser avoir par un certain discours, parce qu'il y a des lobbies en informatique comme dans tous les secteurs, et ces lobbies, si vous voulez, on rebondit sur le concept de développement durable en disant « Ah ben nous on a la solution, les télécommunications ». Et donc les lobbies sont très actifs dans ce secteur-là et vont apporter clé sur porte pour chaque objectif du développement durable de l'ONU ou pour chaque problématique des technologies. Et voilà. Donc c'est ça, moi j'ai plutôt envie de dire attention à ce discours-là, c'est clairement pas une solution. Mais voilà, après, de ce que les gens et les nations vont faire de la technologie, ça c'est à eux, c'est vraiment une problématique géopolitique globale, mais il faut au moins que les gens soient informés sur le fait de nuancer cette technologie. La technologie, clairement, c'est pas elle qui va changer la donne, elle a son propre impact, elle reste intéressante d'une certaine manière, mais pas dans la manière dont on la conçoit. C'est-à-dire que c'est pas forcément des plateformes Netflix qui vont révolutionner quelque chose. Au final, ce sont des films, une plateforme un peu différente. Par contre, il reste des choses en informatique qui sont intéressantes. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre comment fonctionne Internet, ce genre de service, mais pas forcément donner un discours moralisateur sur l'utilisation qu'on en fait, loin de là. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Dernière question. J'ai eu donc deux exposés, le premier qui était sous l'impact de Terra. Oui. Et vous, c'était l'énergie. Et alors, vous avez parlé aussi des impacts sur l'eau. Oui. Et vous avez dit qu'il faut avoir une approche analyse de ces éléments. Mais à un certain moment, il faudra quand même choisir une pondération. Est-ce que je vais plutôt minimiser les frais, je vais plutôt minimiser la consommation d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a un consensus pour pouvoir pondérer les différents aspects environnementaux qui sont différents?
Alors, en consensus, je ne sais pas. En général, hein, mais c'est vraiment très tranché comme chiffre, mais en général, on est plutôt sur du 50-50 par rapport à l'impact, si vous voulez, entre la production et la consommation. Donc ça, c'est assez récent. Avant, la production avait un réel impact, mais maintenant, avec l'apparition et je veux dire, les data centers qui se multiplient, la consommation en électricité des data centers est vraiment en train de reprendre le dessus sur la problématique. Paradoxalement, les appareils que vous utilisez maintenant, donc vous, les appareils terminaux, consomment beaucoup moins d'électricité qu'avant. Donc avant, on avait des PC, des belles tours qui consommaient bien. Les appareils, maintenant, ils consomment moins, mais derrière ces terminaux, comme je vous disais, il y a Internet qui, lui, consomme de plus en plus d'électricité. Je pense que c'est des problématiques qui sont fort différentes, parce qu'au niveau, la problématique des métaux ne touche pas que l'informatique. C'est vraiment une problématique qui est globale, qui est très critique. Alors que la consommation, si vous voulez, des data centers, on est plus sur une problématique de gaz à effet de serre. On parle souvent de gaz à effet de serre parce que forcément, on consomme encore beaucoup d'énergie fossile pour alimenter tous ces data centers. Donc, je dirais que naturellement, on va avoir des équipes de chercheurs qui vont s'intéresser à une ou l'autre thématique. Mais le consensus, voilà, c'est, je veux dire, presque multidisciplinaire comme problématique. Il y a aussi tous les aspects, parce que là on parle d'aspects environnementaux. Les aspects sociaux sont aussi une partie qui est très très problématique de tout le secteur de l'informatique. Que ce soit de l'extraction des minerais, aux usines de fabrication, vous allez retrouver en Chine, et les déchets qui finissent au Ghana. Donc ça a un impact sur les populations qui est considérable. C'est vrai que nous, on a plus tendance à parler des aspects environnementaux parce que c'est quelque chose, je vais dire, entre guillemets, qui est plus mesurable, ce que disait Johan. Hein, donc une consommation électrique, on peut la mesurer. Les aspects que ça a sur les populations, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à saisir. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs problématiques. Et il faut toutes les traiter, mais il faut les traiter à la fois ensemble, mais il faut aussi que les experts travaillent dans leur domaine respectif d'expertise pour pouvoir apporter des résultats qui sont pertinents, quoi. Oui. En fait, on a lancé l'idée, c'était en France notamment, mais d'instaurer un crédit carbone. Parce qu'à terme, la solution ne serait pas d'imposer un critère disons, de crédit, de consommation de ressources informatiques. Parce qu'en fait, quand on le voit, la consommation est pilotée par la demande, qui est croissante, elle est multipliée par le marketing des grandes sociétés. On peut parfois avoir des évolutions technologiques qui vont augmenter l'efficacité, mais malgré tout, les gains d'efficacité sont annulés par la croissance de la demande. Donc en fait, si à un moment donné on veut limiter l'impact à un niveau déterminé, la seule solution c'est de contingenter l'usage. Oui, ça, et c'est une idée vraiment intéressante parce que peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on aura la même réflexion qu'on a aujourd'hui, par exemple avec le mazout. C'est-à-dire, oui, à une époque, on avait des abonnements illimités à Internet. C'est-à-dire qu'on pouvait télécharger, la plupart des utilisateurs ont ça, on pouvait télécharger à l'infini, etc. Mais c'est pas impossible qu'à un moment, ce soit les États qui disent, vous avez droit à 50 gigas par mois, vous utilisez ça pour un mieux. Et donc, la pilule ne sera pas facile à accepter, mais ça resterait un moyen efficace de limiter en fait l'utilisation. Et ça permettrait aussi aux utilisateurs de consommer, je veux dire, toutes les informations qu'ils peuvent sur Internet sans être pénalisés, tout simplement en disant, ben moi je peux regarder X, 2-3 films plutôt que 26. Donc c'est une idée parmi d'autres, mais de nouveau, ça doit être accepté par la population parce que c'est quelque chose qui atteint d'une certaine manière à la liberté qui est déjà préétablie, mais peut-être que dans 30 ans nous semblera une liberté qui était trop exagérée, comme une époque où on allait utiliser énormément de mazout parce que le prix était abordable. Donc, on peut voir la problématique de cette manière. Pas d'autres questions? Les résultats? Je pense qu'on va arrêter ici et on va annoncer les résultats.